Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on commence cette troisième partie de cette séance. Maintenant on a déjà vu la définition d'un espace vectoriel, le sous-espace vectoriel, vecte d'un ensemble non vide, ou bien le sous-espace vectoriel engendré par une partie non vide. Maintenant on va voir la somme des sous-espaces vectoriels. On commence par la somme finie. Si j'ai EI avec I entre 1 et P, une famille de sous-espaces vectoriels, c'est quoi la somme des EI? I varie de 1 jusqu'à P. Cette notation, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est l'ensemble dont les éléments s'écrit la façon x1 plus x2 plus jusqu'à xp avec chaque xi et dans EI. Ça y est? Donc, on montre que la somme des EI, c'est-à-dire l'ensemble défini de cette manière, c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant tous les EI, autrement dit, contenant la réunion des EI. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche à montrer? On cherche à montrer que la somme des EI pour I varie de 1 jusqu'à P, c'est exactement vecte de la réunion des EI. C'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient tous les EI. Pour montrer ça, on a besoin de montrer d'abord que cet ensemble est un sous-espace vectoriel, qu'il contient la réunion et que c'est le plus petit. Comme ça, elle va être exactement ces vectes de la réunion. Ou bien, on va montrer les doubles inclusions. La somme des EI inclus dans vecte et vecte inclus dans la somme des EI. Là aussi, si vous voulez la démonstration en détail, vous pouvez la voir dans le cours. Donc, soit EI une famille de P sous SK espace vectoriel, voyez, c'est-à-dire une famille de sous-espaces vectoriels de E. On a l'équivalence entre les propriétés suivantes et on va voir comment on les nomme. Les sous-espaces vectoriels qui vérifient, c'est une de ces propriétés-là. La première propriété, c'est que l'écriture de X d'un élément de la somme des EI est unique. C'est-à-dire si X égale à la somme I varie de 1 jusqu'à PXI, et que c'est aussi la somme I varie de 1 jusqu'à P de YI, alors nécessairement chaque XI égale à YX. C'est ça ce que ça veut dire, l'écriture est unique. C'est équivalent aussi à dire que si on a la somme des XI égale à 0, alors nécessairement chaque XI égale à 0, parce que cette propriété n'est pas nécessairement vérifiée. Je peux avoir la somme des XI égale à 0, mais les XI ne sont pas tous nuls. Par exemple, je peux avoir 1, 0, plus moins 1, 0 égale à 0, 0. Pourtant, 1, 0 est différent de 0, moins 1, 0 est différent de 0. Ça y est? Donc, dire que si on a la première propriété, c'est équivalent à avoir la deuxième propriété. C'est équivalent aussi à dire que la propriété suivante est vérifiée. La somme pour chaque J varie de 2 jusqu'à P. Chaque fois que je prends la somme des EI de 1 jusqu'à J moins 1, inter J égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je veux la remplacer pour J égale à 1. 2, pardon. Pour J égale à 2, ça veut dire E1 inter E2 égale à 0. Pour J égale à 3, ça veut dire E1 inter E1 plus E2 inter E2 égale à inter E3 égale à 0. E1 plus E2 inter E3 égale à 0. Pour J égale à 4, ça veut dire E1 plus E2 plus E3 inter E4 égale à 0. Donc cette propriété doit être vérifiée quel que soit J, varie de 2 jusqu'à P. Donc si on a une de ces propriétés, d'abord les trois propriétés sont équivalentes. Et si on a une de ces trois propriétés, on dit que la somme est directe. Et on écrit, au lieu d'écrire la somme comme ça, on l'écrit de cette manière. Dans le cas particulier, et c'est le cas avec lequel vous allez travailler au début, après, donc, au début, vous allez travailler seulement avec la somme directe de 2 sous-espaces vectoriels. Après, vous pouvez travailler avec 3, 4 sous-espaces vectoriels. Il n'y a pas de problème. Donc, dans le cas particulier, on a seulement E2. Donc, E1 est en somme directe avec E2 revient à montrer que E1 inter E2 égale à 0. Attention, cette propriété est fausse si on a 3. C'est-à-dire si on a E1 somme directe avec E2 somme directe avec E3, ce n'est pas équivalent à dire que E1 inter E2 inter E3 égale à 0. Non, c'est équivalent à dire que E1
inter E2 égale à 0 et E1 plus E2 inter E3 égale à 0 d'après la propriété suivante. Cette propriété, cette troisième propriété, ça y est. Donc, ce résultat-là est vrai seulement dans le cas où on a seulement deux sous-espaces vectoriels. Donc, vous allez étudier, parce que dans les démonstrations, toujours, et bien souvent, pour montrer que la somme est directe, c'est la plus facile comme propriété à montrer. On montre que l'intersection de E1 avec E2 égale à 0. Sinon, on peut montrer cette propriété-là, ou bien la deuxième. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Deux sous-espaces vectoriels E1 et E2 sont supplémentaires dans l'espace E. C'est-à-dire, si E1 et E2, des sous-espaces vectoriels de E. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont supplémentaires de E. Ça veut dire que E1 est en somme directe avec E2 et que cette somme, c'est exactement E. Donc là, il y a deux choses. La somme est directe et en plus égale à E. Donc pour montrer ce résultat-là, ça revient à montrer que chaque fois que je prends un élément de E, il existe d'une façon unique un élément de E1, existe d'une façon unique un élément de E2 tel que X, c'est la somme de Y avec Z. Y est appelé la projection de X sur E1, puisque Y appartient à E1. Donc on appelle Y, c'est la projection de X sur E1 parallèlement à E2, c'est-à-dire n'appartient pas à E2. Et Z, c'est la projection de X sur E2, puisqu'il appartient à E2 parallèlement à E. Ça y est. Souvenez-vous de ces notations-là, parce que souvent on demande de trouver la projection de X sur E1 ou bien de X sur E2. Et la plupart des étudiants oublient cette définition. Donc la projection, c'est exactement, c'est la définition donnée ici. On peut définir aussi la somme d'une famille quelconque, c'est-à-dire on a commencé par une famille finie. De la même manière, on peut définir la somme d'une famille de sous-vecteurs quelconque. Mais on le note aussi de la même manière, sauf que ici on fait la somme sur un ensemble quelconque. Et dans la définition, attention, est-ce qu'on va prendre la somme quelconque? Non, elle n'est pas définie. La somme quelconque, c'est une limite. C'est un espace vectoriel. La notion de limite n'est pas définie. Qu'est-ce qu'on connaît par un sous-espace vectoriel? On connaît seulement l'addition d'éléments par élément, de 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments, donc d'un ensemble fini d'éléments. Donc je n'ai pas le droit d'écrire une somme ici infinie. Et là, quand je fais la somme sur un ensemble quelconque qui n'est pas fini, c'est juste une notation. Mais au niveau de calcul, je prends toujours une somme finie d'éléments de I. Donc les notations, on va les voir en détail dans la suite. On a commencé maintenant par la somme finie, c'est la plupart, parce que souvent on travaille avec la somme finie, mais on peut définir aussi la somme infinie des sous-espaces vectoriels de cette manière. La même chose ici, on définit que cette somme c'est un sous-espace vectoriel. Il contient 0, pourquoi? Parce qu'il suffit de prendre les xi pour chaque xi, c'est les 0 de EI. Ou bien les 0, puisque ici c'est des sous-espaces vectoriels de même espace vectoriel de E, donc ils ont le même 0. Pour l'addition, on prend une somme comme ça, plus une somme de y, ik, et on fait la somme x, ik plus y, ik, ce qui va montrer qu'elle est stable par l'addition. La même chose pour la multiplication par un scalaire. Donc, ce qu'on a dit pour la somme directe pour le cas fini, on peut le dire aussi pour le cas infini. Sauf que ici, quand j'écris la somme ici, xi avec i appartient à i. Ici, je l'ai écrit, même si i n'est pas fini. Pourquoi? Parce que regardez dans la suite, les xi sont nuls sauf pour un nombre fini. Donc, en fait, quand je calcule la somme ici, il y a seulement un nombre fini. Vous voyez? Sinon, je n'ai pas le droit d'écrire une somme qui est infinie. Une somme des éléments avec les xi sont en nombre fini. La plupart des éléments sont nuls, sauf pour un nombre fini. La même chose ici, regardez, quand j'écris la somme sur i appartient à j, avec j un ensemble fini. Donc, toujours, j'insiste sur ça, je n'ai pas le droit d'écrire une somme qui est infinie. Donc, lorsque une famille des vecteurs, des sous-espaces vectoriels, satisfait à des conditions,
1 ou 2, 3, c'est les mêmes conditions qu'on a vues tout à l'heure, sauf qu'ici on travaille avec un ensemble infini. On dit que la somme directe est interne et infinie. Pourquoi on a dit interne? Parce qu'on va voir dans la fin une somme directe externe. Donc on a la somme directe interne des sous-espaces vectoriels qu'on note de cette manière. On va définir maintenant le produit, mais le produit des espaces vectoriels. Regardez ici une famille d'espaces vectoriels, c'est-à-dire E1 c'est un espace vectoriel sur K, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. E2 c'est un espace vectoriel, ainsi de suite. Donc on a une famille finie de P espaces vectoriels. On va prendre un vecteur ce qui s'écrit de cette manière, x1 avec x1, x1 jusqu'à xp, avec x1 appartient à E1, x2 appartient à E2, et on l'appelle, et on prend E, c'est le produit des EI, avec i varie de 1 jusqu'à p, ça y est. Donc on a x ici, c'est un élément de E, y c'est un élément de E, vous avez déjà vu cette notation pour les groupes, donc on préserve la même notation pour les sous-espaces vectoriels, ça y est. Donc ça c'est un vecteur de E, celui-là un autre vecteur de E. On définit l'addition de cette manière et on définit la multiplication externe de cette manière. Donc muni de ces deux opérations, E devient aussi un K-espace vectoriel qu'on appelle produit de E1 jusqu'à EP. La même chose ici pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel. On commence par montrer que le 0 appartient. Il suffit de prendre x1 égale à 0 de E1, x2 c'est 0 de E2, ainsi jusqu'à xp c'est 0 de EP. Donc ce 0 appartient à E. C'est un groupe pour l'addition, c'est-à-dire ici vous êtes obligé de montrer les 8 propriétés. On n'a pas une manière de montrer que c'est un sous-espace vectoriel, parce qu'il n'est pas inclus dans un autre espace vectoriel. C'est un ensemble qu'on a construit de la forme produit de EI, et on lui a donné une addition, une multiplication, et on cherche à montrer que c'est un K-espace vectoriel. Pour montrer ça, on doit montrer 8 propriétés, que c'est un groupe pour l'addition, et qu'il vérifie les 4 propriétés de la multiplication externe. Donc maintenant, on va définir la notion des espaces vectoriels quotients. Comme vous avez vu la définition des groupes quotients, la même chose, donc on va utiliser la relation d'équivalence que vous avez déjà vue pour définir le quotient d'un groupe, pour définir le quotient d'un espace vectoriel. Donc j'ai ici un K-espace vectoriel E, et j'ai F, un sous-espace vectoriel de E. Donc F c'est un groupe, un sous-groupe de E, ça y est, et on considère la relation d'équivalence définie sur E de la manière suivante. X en relation avec Y, c'est seulement si X moins Y appartient à F, ça y est. Ce qui va me donner l'ensemble quotient E sur R, c'est l'ensemble des classes X bar avec X appartient à E. C'est quoi X bar? C'est X plus F. Ça y est, chaque X bar, c'est l'ensemble des Y avec X moins Y appartient à F, qu'on note ici aussi X plus F. Donc on va montrer que cet ensemble est muni aussi d'une loi externe et d'une loi interne qui donne la structure du groupe, et une loi externe qui va donner la structure d'un espace vectoriel. Donc on va définir l'addition de la manière suivante. En fait, vous avez déjà défini cette addition pour donner la structure du groupe à E sur F. Et on va définir ce qui est nouveau ici, c'est ce qu'on va définir, c'est qu'on va définir une loi externe. Donc alpha point x bar ou bien alpha multiplié par x bar, c'est exactement la classe de alpha fois x. Alpha fois x est bien défini parce que c'est un K-espace vectoriel. Et on prend sa classe. Donc on montre que muni de ces deux opérations, ou bien ces deux lois, E quotienté par F est un K-espace vectoriel. Donc pour la démonstration, pour l'addition, vous avez déjà vu ça en S1. Vous avez montré que c'est un groupe pour l'addition, c'est-à-dire cette addition est bien définie, qu'il vérifie les 4 propriétés, l'associativité, le 0, c'est la classe de 0, il vérifie la commutativité, et ainsi de suite. Donc il y a 4 propriétés à vérifier. Essayez de refaire
cette démonstration. Normalement, vous l'avez déjà fait. Pour les 4 propriétés concernant la multiplication externe, d'abord on commence par montrer que cette multiplication est bien définie. Pourquoi on a besoin de montrer qu'elle est bien définie? Parce qu'on travaille avec des classes. On a la classe de x et on a la classe de y. Donc on doit montrer que si x bar, pardon, si on a la classe de x égale à la classe de y bar, est-ce qu'on a alpha fois x bar égale à alpha fois y bar? Ça y est. Donc, on a x bar égale à y bar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire x moins y appartiennent à f. Que j'ai noté ici, c'est. Donc, si je multiplie alpha fois x moins y par définition, c'est alpha x moins alpha y. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans un espace vectoriel. Égal à alpha c. Alpha c appartient à f. Pourquoi? Parce que f, c'est un sous-espace vectoriel. Il est stable par la multiplication. Donc, alpha x bar moins alpha y bar, c'est la classe de alpha x moins la classe de alpha y. C'est la classe de alpha c égale à 0 bar. Pourquoi? Parce qu'il appartient à f. Et on quotiente ici par f. Donc, la même manière. Maintenant, il reste à vérifier les 4 propriétés. Voilà la multiplication externe bien définie. On montre la première propriété, c'est quoi? Alpha fois x bar plus y bar, c'est combien? Par définition, x bar plus y bar, c'est la classe de x plus y. Et ça, par définition, c'est la classe de alpha fois x plus y. Et si j'utilise le fait que c'est un espace vectoriel, donc c'est alpha x plus alpha y, et je peux, la classe de tout ça, c'est alpha x, la classe de alpha x plus alpha y, ce qui donne le résultat. De la même manière, je montre les autres propriétés. Ça y est. Donc, j'ai arrivé à montrer que E quotienté par F, c'est un cas espace vectoriel. Donc, maintenant, on va voir la définition d'une famille génératrice, famille libre et d'une base. Soit A, c'est l'ensemble des x et A avec I appartient à une famille de vecteurs d'un cas espace vectoriel E. On dit que c'est une famille génératrice de E, c'est E égale à vecteur de A. Qu'est-ce que ça veut dire vecteur E égale à vecteur de A? On a déjà vu que vecteur de A, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des éléments de A. Donc, montrer que E égale à vecteur A revient à montrer que chaque élément de E s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de A. Donc, en particulier, si on a une famille finie de vecteurs, E égale à vecteur de A, avec A c'est x1 jusqu'à xn, ça revient à montrer que pour chaque x, élément x de E, ou bien pour chaque vecteur x de E, il existe, puisque j'ai n vecteurs, il existe n scalaires, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, avec x, c'est la combinaison linéaire de ces scalaires avec les vecteurs de A. C'est-à-dire x, c'est alpha 1, x1 plus alpha 2, x2 jusqu'à alpha n, x1. Vous voyez? Donc, quand on veut montrer qu'un ensemble E égale à vecteur d'une famille finie, ça revient à résoudre un système linéaire dont les inconnus sont alpha 1 jusqu'à alpha n. Et le nombre d'équations, ça dépend des xi. Tout ça, vous allez le voir en détail dans les exercices. Il y a des systèmes générateurs très particuliers. C'est ce qu'on appelle dans la suite les bases canoniques. Donc, je commence ici par le système constitué par E1, E2 jusqu'à En, avec les E et C des vecteurs de AKN. En particulier, E1, c'est 1 et les autres des 0. E2, c'est 0, 1 et les autres des 0. E3, ainsi de suite. Ça y est. Donc, c'est quoi? Si je prends un vecteur x de k à la puissance n, c'est-à-dire x, il va s'écrire comme x1, virgule x2, virgule x3, jusqu'à xn. Donc, je peux l'écrire comme x1 fois E1, avec E1 c'est 1 et les autres des 0, plus x2 fois E2, avec E2 c'est 0, 1 et les autres des 0, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un système générateur de Kn. Pour l'ensemble des polynômes, chaque polynôme P est de la forme, je commence ici par les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc, il va être de la forme alpha fois 1, plus bêta fois x, plus gamma fois x2, puisqu'on a un nombre, donc il vaut mieux les indexer par i, alpha 1 fois 1, alpha 2 fois x, plus alpha 3 fois x au carré, ainsi de suite, jusqu'à alpha n plus 1, xn. Si je prends un autre polynôme, est-ce que les 1x, x au carré vont changer? Non. Ce qui va changer seulement, c'est les scalaires. Donc, kn de x est engendré par 1x, x au carré jusqu'à xn.
Et dans le cas de x, on ne va pas arrêter l'indexation, c'est-à-dire elle est engendrée par un x au carré, xn, avec n appartient à n. Parce que si on arrête, on peut trouver un polynôme de degré plus que l'indice qu'on a noté ici. Donc on laisse avec un x, xn, avec n appartient à n. Comme exemple, je peux prendre f, c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrit de la forme alpha plus bêta x plus gamma x au carré plus lambda x3, qui appartient à f3 de x bien sûr, qui vérifie les deux équations ici. Trouver une partie génératrice et déduire, on a cet ensemble, donc on ne sait pas maintenant si c'est un sous-espace vectoriel ou non. On va trouver une famille génératrice de f, ce qui va montrer directement que c'est un sous-espace vectoriel. D'ailleurs, dorénavant dans les exercices, pour montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel, au lieu de montrer qu'il contient le zéro stable par l'addition, stable par la multiplication, il suffit de montrer que c'est vecteur de quelque chose. Et ça, au niveau des exercices, c'est plus facile et plus important parce que en général, on a besoin d'une famille génératrice, soit pour montrer la dimension, soit pour trouver la base, ainsi de suite. Donc, trouver dès le début une famille génératrice, ça va faciliter le calcul des autres questions. Donc, il vaut mieux, pour ne pas perdre de temps, ne pas montrer qu'elle est stable par l'addition, ainsi de suite. Donc, regardez dans la démonstration. Pour trouver une famille génératrice, c'est des méthodes standards. Il suffit d'apprendre la méthode. Vous pouvez l'appliquer pour n'importe quel autre exercice. Donc, ici, P égale à alpha plus bêta plus gamma appartient à F. Donc, c'est une faute de frappe. Je vais la corriger dans le fichier que je vais poser. Égal ici, pas appartient. Il appartient à F, si seulement si. On a les deux équations parce qu'un vecteur ou bien un polynôme de f doit vérifier à des deux équations. Donc, je remplace alpha par sa valeur et je remplace bêta par sa valeur, ce qui va donner ça. Ensuite, on va factoriser par gamma là et on va factoriser par lambda. Donc, si je prends un autre polynôme, est-ce que 2 plus x au carré et moins x plus x3 vont changer? Non. Si je prends par exemple q égale à alpha prime plus bêta prime x plus gamma prime x au carré plus lambda prime x à la puissance 3, est-ce que 2 plus x au carré vont changer et moins x plus x3 vont changer? Non. Ce qui va changer seulement gamma et lambda, c'est-à-dire on a montré que f c'est exactement vecteur de 2 plus x au carré moins x plus x3. Autrement dit, chaque polynôme dans f est écrit comme combinaison linéaire de 2 plus x au carré et de moins x plus x3. Donc, f, c'est un sous-espace vectoriel directement. Pourquoi? Parce qu'il est inclus dans R3 de x, il s'écrit comme vecteur de quelque chose et on a déjà montré que vecteur d'une famille quelconque est un sous-espace vectoriel. Donc f c'est un sous-espace vectoriel. Pas la peine de montrer qu'il contient 0 stable par l'addition, stable par la multiplication, par un scalaire. À partir de ça, on montre directement que c'est un sous-espace